Salut les machines, j'espère que vous êtes au top. Donc, on va faire aujourd'hui les signes fonctionnels respiratoires, la partie numéro 2. Donc, on commence. D'abord, on avait dit au niveau des signes fonctionnels respiratoires 1, on a parlé de la toux. Partie 1, on a parlé de la toux. On avait dit que la toux peut se décrire soit en étant sèche, c'est-à-dire elle ne s'accompagne pas d'expectoration. On n'aura pas aucun type d'évacuation à travers la bouche. Soit elle peut être de type toux grasse. Et cette toux grasse, elle va mobiliser les sécrétions au niveau des branches et c'est ce qui va nous donner ces expectorations. Donc on commence par le premier signe fonctionnel du jour qui est l'expectoration. Donc selon déjà selon la quantité de sécrétion, on aura des types, soit l'expectoration, soit vomique. Une sécrétion vomique, c'est-à-dire c'est un grand volume, c'est une grande quantité de sécrétion, soit une sécrétion hémoptoïde. On va avoir une par une. D'abord, on va voir l'expectoration. C'est quoi l'expectoration? L'expectoration, communément, elle est appelée le crachat. C'est les crachats. Donc, c'est quoi l'expectoration? C'est le rejet par la bouche de sécrétion des voies respiratoires. Après un effort de toux, donc après avoir toussé, on aura des sécrétions à travers la bouche qui sont venues des voies respiratoires. Donc, il faut savoir que chez un petit enfant, donc, le petit enfant, généralement, il va déglutir ses expectorations. Donc, quand il va les déglutir, il ne va pas arriver à cracher. Donc, puisqu'il n'arrive pas à cracher, on doit les ramener de l'estomac. Comment on fait? On fait ce qu'on appelle des tubages gastriques. Donc, on va faire des tubages gastriques à jeûne. Voilà, ça c'est juste entre parenthèses. Maintenant, ces expectorations, elles contiennent quoi? Elles contiennent du mucus. Déjà, il faut savoir que le mucus, il existe déjà à l'état normal. Au niveau des branches, il y a les cellules à mucus. Donc, il y a le mucus. Mais c'est selon l'abondance. On parle de la quantité. Quand il y a une grande quantité, c'est très abondant, on peut avoir des expectorations voilà, où il y aura du mucus. Donc, elles vont contenir du mucus. Voilà, donc ce mucus, c'est quoi? C'est le surplus. Le surplus du mucus, il est alors rejeté. Il va être rejeté sous forme d'expectoration parce qu'il est très abondant. Donc, le surplus, on va le rejeter sous forme d'expectoration. Aussi, au niveau des alvéoles, au niveau des alvéoles, donc, il y a des exsudations. Il y a des exsudations, c'est-à-dire c'est un exsudat avec un peu de lipides, un peu de liquide et tout. Donc, ce liquide, cet exsudat et tout. Donc, quand c'est abondant, quand il est vraiment très abondant, il va être rejeté. Le surplus, il va être rejeté sous forme d'expectoration. Donc, on a dit aussi voilà, donc on a dit c'est la toux grasse qui va s'accompagner de ces expectorations qui vont contenir du mucus, des exsudats, du liquide, etc. Maintenant, donc, comment on va orienter ces crachats, ces expectorations? Comment on va les orienter? Donc, l'étiologie. Donc, selon l'étiologie, quelle est la cause? Comment on va savoir? Donc, on va examiner ces crachats selon des critères. D'abord, c'est selon l'abondance, la couleur, l'odeur, la transparence, l'horaire. Plus qu'on utilise d'une façon donc euh, euh, d'une façon courante, donc ce qu'on doit vraiment explorer le plus parmi tous ces critères, c'est l'abondance et la couleur. C'est l'abondance et la couleur qu'on doit explorer. Donc, comme je vous ai dit, on explore d'une façon importante l'abondance et la couleur. Pourquoi? Parce que c'est la couleur et l'abondance, ces crachats de ces expectorations qui vont nous apporter plus euh, dans notre orientation étiologique, dans notre étude sémiologique. Donc, selon l'étiologie, donc en fonction de la couleur déjà,
on va d'abord parler de la couleur. On aura des types d'expectoration selon la couleur. Déjà, on aura quand les crachats ou bien les expectorations sont de couleur blanchâtre, transparente, c'est à cause d'un excès de mucus. C'est à cause d'un excès de mucus. On a déjà dit que le mucus, il existe déjà à l'état normal. On a des cellules à mucus qui produisent du mucus, mais quand il y a une abondance au niveau de ce mucus, on aura des expectorations blanchâtres. Pourquoi? Parce qu'on va essayer, le corps va essayer d'éliminer ce surplus du corps à travers ses crachats. Donc, cet excès de mucus, il est causé par quoi? L'étiologie, c'est une inflammation au niveau des branches. C'est ça la cause. La cause, c'est qu'il y a une inflammation au niveau des branches. Et cette inflammation au niveau des branches va nous donner ces crachats qui sont visqueux, transparents, blanchâtres, fluides et qui adhèrent à la paroi du crachoir. Ils vont adhérer à la paroi du crachoir et je vais vous donner une image qui va illustrer toutes ces caractéristiques et vous allez directement, avec cette astuce, retenir tout ça. C'est le blanc de l'œuf. C'est comme, vous voyez le blanc de l'œuf, comment il est visqueux, comment il glisse, comment il adhère comme ça à sa paroi, comment il est fluide, comment il est transparent, c'est ça, c'est la même chose. Donc là, on a parlé des expectorations muqueuses. Maintenant, on pourrait avoir, et l'exemple type des expectorations muqueuses, c'est l'asthme. L'asthme, c'est vraiment très typique. On va avoir donc une inflammation au niveau de l'asthme. Donc on aura quoi? On aura ces crachats blanchâtres muqueux. C'est des crachats, c'est des expectorations muqueuses. Maintenant, on a un autre type selon la couleur toujours. Là, quand on aura des crachats jaune verdâtre, ça va nous orienter vers une expectoration purulente. C'est-à-dire quoi? Si c'est une expectoration purulente, c'est comme l'indique son nom, purulente, c'est-à-dire il y a du pus. Donc, qui dit pus est égal à une infection bactérienne. Donc, il y a une infection bactérienne. Ça nous oriente, ça nous informe qu'il y a une infection bactérienne. Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'elles peuvent être mélangées. On pourra avoir des expectorations mucopurulentes. On va les voir tout de suite. Puis, je vais vous donner aussi un autre exemple d'expectoration. C'est qu'on pourra avoir une expectoration muqueuse en premier temps, qui va devenir, ou bien qui devient purulente. L'exemple type d'une expectoration muqueuse qui devient purulente, c'est la grippe avec bronchite. C'est-à-dire, au début, j'aurai une grippe qui est de cause, son agent causal, il est viral, c'est-à-dire, j'aurai une grippe. C'est quoi sa cause? C'est une infection virale. C'est un virus qui est entré à l'intérieur du corps qui va causer cette grippe. Voilà, donc une grippe, peut-être une fièvre, le corps va essayer d'augmenter sa température pour ne pas mettre ce virus dans les conditions favorables pour le tuer. Donc on aura une grippe, comme on a dit, puis si elle va évoluer, cette grippe, elle va nous donner une bronchite. Maintenant, donc cette bronchite-là, c'est quoi? C'est du pus. Elle est bactérienne. La bronchite, elle est bactérienne, c'est du pus. Pourquoi? Parce que c'est des polynucléaires qui sont altérés. Il y a des polynucléaires altérés, c'est ce qui va donner ce pus. Ça va devenir bactérien. C'est une bronchite. Donc, grippe avec bronchite, ça veut dire un virus et une bactérie. Cette bactérie va me donner la bronchite et ce virus va me donner la grippe. Au début, ça va être muqueux, puis ça devient purulent parce qu'il y a la bactérie qui va donner le pus. Et le pus, c'est quoi? C'est des polynucléaires altérés. Ces polynucléaires sont venus pour défendre, pour phagocyter cette bactérie. Mais cette bactérie, donc, ils n'ont pas pu. Du coup, ces polynucléaires, elles sont altérées et elles vont donner ce pus. Donc, on a dit, ces expectorations vont être blanchâtres, puis quelques jours après, elles vont devenir mucopurulentes ou purulentes, c'est-à-dire il y a une infection bactérienne. Il y a une surinfection bactérienne pour qu'il y ait du pus. Là, donc à ce stade-là, ce patient, il va nécessiter des antidiurétiques quand ça va devenir mucopurulent. Très bien. Donc là, c'est l'exemple type du mucopurulent, c'est la grippe avec bronchite.
C'est ça, j'ai dit qu'elles peuvent se mélanger. C'est cet exemple type qui est la grippe avec bronchite. Maintenant, on a un autre exemple. C'est la suppuration. La suppuration bronchique. La suppuration bronchique, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut la donner, cette suppuration bronchique? C'est soit un streptocoque, un pneumocoque, c'est des bactéries, ou bien, donc là, c'est purement purulent. C'est des exemples. C'est des exemples. C'est des exemples d'expectoration purement purulente. C'est quoi la suppuration bronchique? C'est un abcès du poumon. C'est un abcès du poumon. Donc, c'est une infection bactérienne, soit par streptocoque ou bien pneumocoque, ou bien par des germes anaérobiques. Il y a des germes anaérobiques qui vont donc entrer à l'intérieur du corps et vont nous donner ce pus qui va être verdâtre, jaunâtre. Ces expectorations, donc on aura des expectorations purulentes, c'est comme du pus qui est verdâtre, jaunâtre. Et donc là, il va s'accompagner, si c'est des germes anaérobiques, d'une odeur qui est fétile. Elle est nauséabonde. Elle est vraiment... voilà, elle n'est pas bien, quoi. Elle est fétile, elle est nauséabonde. Voilà. Donc, voilà, il y a formation du pus, donc c'est pas... voilà, l'odeur, elle n'est pas trop bien. Voilà, ça c'est voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc là, si je vais résumer un peu, niveau expectoration, on a donc expectoration par infection virale. Elle va me donner quoi? Elle va me donner une infection virale. Une infection virale, elle va me donner purement une expectoration muqueuse. Une infection bactérienne, elle va me donner purement une expectoration purulente. Quand c'est muqueux, la couleur elle est blanchâtre transparente. Quand c'est purulent, la couleur elle est jaunâtre verdâtre. Maintenant, quand c'est une infection à germes anaérobiques, là, il y aura des crachats purement purulents, c'est purulent, mais avec c'est purulent et malodorant. C'est purulent et malodorant. Voilà, c'est purulent et inodore ou bien malodorant, ou bien il va s'accompagner d'une odeur fétile, nauséabonde, et bien elle n'est pas agréable à sentir. Elle n'est pas agréable, cette odeur. Maintenant, on a aussi un autre type d'expectoration qui est mucopurulent. C'est un mélange entre les deux. L'exemple type, on a dit, soit c'est la grippe avec bronchite. On a aussi la bronchite chronique. Cette bronchite, quand elle devient chronique, par exemple, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui fume longtemps, quotidiennement. Donc, à un certain moment, il aura une période. Cette période, c'est la période où il aura des expectorations mucopurulentes abondantes chaque matin. Chaque matin, au réveil, il aura ces expectorations mucopurulentes abondantes. Pourquoi au matin? C'est au matin parce que le matin, c'est la toilette des bronches. C'est la toilette des bronches, elle se nettoie. Du coup, on aura ces expectorations. C'est-à-dire ce surplus, il va l'expectorer le matin. Maintenant, quand on a une expectoration mucopurulente abondante, elle va segmenter en 4 couches. C'est là. Elle va segmenter en 4 couches. Là, je vous résume l'essentiel. Hein. Je ne vous lis pas tout parce que je vous résume l'essentiel d'une façon efficace. Donc, contentez-vous de ce que je vais dire. Donc, on dit là que l'expectoration mucopurulente, on a dit quand elle est très abondante, elle va donner 4 couches. Elle va segmenter en 4 couches. Donc, on aura quoi? On aura comme première couche, la première couche, c'est la couche profonde, purulente, c'est le pus. Pourquoi profonde? Parce que elle a une densité plus importante que les autres. Donc, elle va se mettre plus loin. Donc, on aura la première couche profonde. De la profondeur à la superficie. On a la couche profonde purulente. La deuxième couche, c'est la couche muqueuse. La troisième couche, c'est la couche qui est, c'est un mélange, elle est mucopurulente. Et la dernière couche à la superficie, c'est la couche aérienne, c'est la couche mousseuse qui contient de l'air. C'est pourquoi on l'appelle aérienne. Elle contient de l'air, elle est mousseuse. Donc c'est comme ça. Donc par exemple, un fumeur a une période de 3 mois. Comme ça, durant sa vie de fumeur, il aura une période où il va avoir ses crachats mucopurulents
voilà, par exemple, une période qui s'étale à 3 mois, par exemple, il aura ses crachats le matin. Voilà, donc il y aura la segmentation en 4 couches de ces crachats. Très bien. Maintenant, je vous donne un autre exemple qui est la dilatation des branches. C'est aussi mucopurulent, hein. Là, je vous donne les exemples du mélange mucopurulent des deux expectorations, muco et purulent en même temps. Du coup, la dilatation des branches, c'est quand que les branches se dilatent par des infections à répétition. Quand on a des infections à répétition, par exemple chez l'immunodéprimé, il pourrait avoir des infections à répétition, donc il y aura une séquelle. Cette séquelle, elle va donner une dilatation permanente des branches. Donc quand il y aura la dilatation permanente des branches, le sujet, il fera des expectorations abondantes au réveil. Elles vont se déclencher par la toux, puis il y aura des expectorations abondantes. Voilà, donc c'est ça l'exemple des dilatations des branches. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on a aussi un autre type d'expectoration qui est l'expectoration hémoptoïque. Hémoptoïque. C'est quoi les crachats hémoptoïques? C'est-à-dire il y a du sang au niveau des crachats. Ces crachats sont mélangés avec du sang. C'est quoi? Quelle est l'origine? Quelle peut être l'origine de ces crachats hémoptoïques? Quelle peut être une infection bactérienne, une infection, une tumeur, une origine vasculaire, par exemple l'embolie pulmonaire. Elle s'accompagne de crachats hémoptoïques. Ou bien une origine bactérienne. Voilà, on a dit infection bactérienne. Par exemple, une infection avec la tuberculose. On va aussi avoir des crachats hémoptoïques. Donc, c'est quoi des crachats hémoptoïques? C'est comme une hémoptysie, mais de petite abondance. C'est-à-dire, c'est juste des crachats qui vont se mélanger avec un peu de sang. C'est quoi leur structure? Ils vont être visqueux, avec du sang. Il peut être rouge, orangé ou noir. Ça dépend. Voilà, donc cela c'est à différencier avec les crachats de l'OAP. L'OAP, c'est pas des crachats hémoptoïques, non, c'est des crachats liquides. C'est. Ah là là, où suis-je là? C'est des crachats liquides, hein. C'est des crachats liquides pour. Voilà, donc pour l'OAP, l'œdème aigu du poumon, ces expectorations, elle est mousseuse. C'est une expectoration très fluide. C'est une expectoration, elle est séreuse. On l'appelle expectoration séreuse au niveau de l'OAP. C'est-à-dire, c'est pas un seul crachat. Au niveau de l'OAP, on aura plusieurs crachats qui sont teintés. Teinté, c'est un liquide comme ça, rosé, saumoné, c'est ça sa couleur. Il n'est pas hémoptoïque, hein. C'est un liquide rosé, saumoné. Pourquoi? Parce qu'il y a du plasma. Il y a du plasma au niveau des alvéoles. Donc, quand il y a du plasma, il y a de l'eau à la place de l'air. On a dit l'OAP, c'est une noyade. Donc, il y aura ces crachats, ces expectorations séreuses. Voilà, séreuses de couleur saumonée, tout simplement. Pourquoi l'OAP? L'OAP, il est dû, juste une petite révision, il est dû à l'augmentation de la pression hydrostatique qui devient supérieure à la pression oncotique, ce qui va faire sortir voilà, ce liquide-là, on va le trouver au niveau des alvéoles. Donc, il y aura de l'air qui va être au niveau des alvéoles, qui va être mélangé avec de l'eau, ce qui va nous donner cette mousse. Ok, donc c'est ça. Maintenant, donc, pratiquement, on a terminé avec l'expectoration. Donc, je vous ai tout expliqué. Donc, je vous ai dit, on a des expectorations muqueuses. Exemple, le type, c'est l'asthme. L'expectoration purulente, c'est tout ce qui est donc infection bactérienne. Voilà. Et il pourrait aussi être causé par des germes anaérobiques, ce qui va nous donner, en plus de ces crachats purulents, on va avoir une odeur qui est fétile, qui n'est pas bonne à sentir. On aura l'expectoration mucopurulente
qu'on va voir surtout la mucopurulente, on va la voir au niveau de la bronchite, au niveau de la bronchite chronique, l'exemple du fumeur. On va la voir également au niveau de la dilatation des bronches, c'est les immunodéprimés, ceux qui font les infections à répétition. Donc, c'est ce que vous devez savoir. L'expectoration séreuse, c'est l'exemple de l'OAP. Et l'expectoration hémoptoïque, c'est par exemple une infection bactérienne, la tuberculose, en cas de tumeur ou bien en cas d'embolie pulmonaire, tout simplement. Après avoir terminé avec l'expectoration, on va passer à l'hémoptysie. Déjà, c'est quoi l'hémoptysie? C'est quoi la définition? C'est un rejet par la bouche de sang provenant des voies aériennes et des poumons. C'est ça la définition. Donc avant de passer à ça, moi j'ai un peu changer l'ordre des choses. Donc, on va commencer par le diagnostic différentiel. D'abord, cette hémoptysie, on doit la différencier d'autres choses. Parce que l'hémoptysie, c'est un rejet par la bouche de sang qui va provenir des voies aériennes et des poumons. Donc, il faut savoir que cette hémoptysie, elle va, donc ce rejet par la bouche de sang, il va venir après un effort de tout. Puisqu'il vient des voies aériennes, généralement on va trouver des bulles. Dans le crachat. On va trouver des bulles dans ce rejet-là. Le plus souvent, il va être de couleur. C'est une expectoration hémoptoïque. L'hémoptysie, c'est une expectoration hémoptoïque. Là, d'abord, en premier lieu, on va parler d'expectoration hémoptoïque de petite abondance, c'est-à-dire 2 à 3 crachats, par exemple. Donc, là, on a dit, l'hémoptysie, c'est un rejet de sang après un effort de tout. Donc, notre crachat, il va avoir des bulles parce que c'est aérien, ça vient des voies aériennes. Et le plus souvent, il va être de couleur rouge vif et il va être aérien. Pourquoi rouge vif? Parce que c'est frais. C'est des rejets où le sang, il est frais. Maintenant, cette hémoptysie, elle est à différencier avec l'hémaptémèse. C'est quoi l'hémaptémèse? C'est un rejet de sang après un effort de vomissement. Là, on va trouver que le sang, il est foncé. Pourquoi? Parce que c'est un saignement qui a stagné au niveau de l'estomac. Donc, il va devenir foncé noir. Mais donc, c'est pas très distinctif. Cette couleur, elle n'est pas un caractère très distinctif parce qu'il peut être rouge. Ça dépend. C'est pas toujours le cas. C'est pour ça que c'est difficile de diagnostiquer un peu l'origine de l'hémoptysie. Mais l'essentiel, il faudrait la différencier avec l'hémaptémèse et il faudrait la différencier aussi avec l'épistaxie. L'épistaxie qui est quoi? Qui est un saignement nasal. Ça passe au niveau des voies aériennes nasales. Voilà, ça va passer au niveau des voies aériennes nasales. Donc, voilà, on a dit, on est en train de parler des hémoptysies de petite abondance, ce qu'on peut appeler aussi des crachats hémoptoïdes de petite abondance. Donc là, c'est à différencier avec, faut la différencier avec l'hémaptémèse, avec l'épistaxie, avec des saignements par exemple de la gencive. Donc, il faut savoir que le saignement de la gencive, c'est sans effort de tout. On ne fait pas un effort de tout. Donc, voilà, c'est facile. Voilà. Donc, il faut savoir que, par exemple, au niveau de l'hémaptémèse, ça peut être sémiologiquement. C'est l'hémaptémèse. Mais en réalité, il a dégluti, le patient, il a dégluti le sang des bronches. C'est-à-dire, au lieu de le cracher, au lieu de l'extérioriser directement à partir des bronches, à partir des voies aériennes pour qu'elle soit une hémoptysie, ça va être sémiologiquement comme une hémaptémèse. Ça veut dire le patient a dégluti ce sang, le sang des bronches, au lieu de l'extérioriser parce qu'il n'a pas pu l'extérioriser.
Donc, puis à l'effort d'un vomissement, un vomissement, donc il y aura un vomissement, euh, il y aura ce crachat-là. Ce crachat-là est hémoptoïque. Voilà, il y aura une toux. Là, il y aura une toux, puis il y aura un vomissement. C'est pas directement un vomissement. C'est ça, c'est à différencier. C'est-à-dire dans le cas de l'hémoptysie, où sémiologiquement, quand le patient va nous dire que j'ai vomi du sang, donc là, vous allez vous dire sémiologiquement, c'est un hémaptémèse. Maintenant, pour faire la différence, je vais lui dire, est-ce que tu as toussé après tu as vomi ce sang ou bien tu as directement vomi? Quand il va vous dire après un effort de toux puis un effort de vomissement, donc là, vous allez déduire que ce patient-là, il n'a pas pu extérioriser le sang qui est au niveau des branches, du coup, il l'a dégluti puis il l'a vomi. Vous m'avez compris. Voilà. Voilà, donc on a déjà dit que donc les crachats hémoptériques de petite abondance, parmi les origines, quelles sont les causes qui peuvent oh là là. Quelles sont les causes des crachats hémoptériques de petite abondance? On a dit, ils peuvent être la cause, elle peut être infectieuse, par exemple une bactérie. Elle peut être l'origine, c'est une tumeur. Elle peut être d'origine vasculaire, par exemple une embolie pulmonaire. Elle peut être donc, alors c'est ça. On a dit soit c'est une infection, soit c'est une tumeur, soit c'est une origine bactérienne, soit c'est bactérien. Très bien, c'est ça. Voilà, donc là j'ai parlé de la petite abondance. Voilà. Donc, voilà, on a dit là, dans ces cas-là, dans ces causes-là, on aura un sang rouge, au rouge vif. Maintenant, donc, on a aussi d'autres types de crachats, d'autres causes. Par exemple, le crachat, il va être orangé. Les expectorations hémoptoïques, le sang, il va être orangé. Le sang qu'on va cracher va être orangé. Par exemple, c'est le cas de la pneumonie franche lobaire aiguë, la PFLA. La PFLA, donc c'est une pneumonie, c'est une infection bactérienne, où on aura, c'est les mêmes causes, on aura donc par une bactérie, par le biais d'une bactérie, mais là on aura un sang qui est orangé. Donc, il faut savoir que pas toutes les PFLA sont accompagnées de ces crachats orangés. C'est pas obligatoire. Mais si je trouve des crachats orangés, je sais que c'est une PFLA. Je vais vous donner un autre exemple, l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, j'aurai des crachats hémoptoïques rouge vif, peut-être. Peut-être. Parce que c'est pas toujours le cas. Mais si je trouve des crachats hémoptoïques rouge vif, ça peut être une embolie pulmonaire. Voilà, donc, mais si je trouve des crachats de couleur sombre, ça m'oriente directement vers l'embolie pulmonaire. Parce que l'embolie pulmonaire, c'est ça. L'embolie pulmonaire, la couleur du sang que je vais cracher, il est sombre. Donc, quand c'est sombre, ça m'oriente directement vers une embolie pulmonaire. Mais voilà, mais quand c'est rouge vif, ça peut être une embolie pulmonaire, mais pas tout le temps. C'est ça. Donc, je vais récapituler l'hémoptysie de petite abondance. Déjà, en premier, je vous ai parlé du diagnostic différentiel. L'hémoptysie, on doit la différencier de l'hémaptémèse, qui est après un effort de vomissement. L'origine, c'est du sang, c'est à partir de l'estomac. L'épistaxie, c'est par voie nasale, c'est des hémorragies nasales. C'est des hémorragies nasales. On a parlé aussi de l'hémaptémèse sémiologiquement, mais c'est une hémoptysie, c'est-à-dire le patient il a dégluti le sang au niveau de l'estomac parce qu'il n'a pas pu l'extérioriser. On a parlé des causes qui peuvent être bactériennes, tumorales ou bien vasculaires. Par exemple, comme l'embolie pulmonaire où on a dit les crachats normalement vont être sombres, mais ils peuvent être rouges vifs ou autres. C'est-à-dire c'est pas toujours le même cas. Et on a les crachats orangés de la pneumonie franche lobaire aiguë, la PFLA, qui peut s'accompagner de crachats orangés, mais pas obligatoire aussi. Donc là, on a terminé avec l'hémoptysie de petite abondance. Voilà, on a parlé de l'hémoptysie de petite abondance.
Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'hémoptysie de moyenne abondance. Comment donc l'hémoptysie de moyenne abondance, déjà c'est la plus fréquente. Il faut savoir que c'est la plus fréquente. Donc c'est plus de 2 à 3 crachants. Donc c'est une expectoration aussi hémoptoïque de moyenne abondance. C'est la même chose si se dit hémoptysie de moyenne abondance ou bien expectoration hémoptoïque de moyenne abondance, c'est la même chose. Ici, je n'ai pas d'état de choc. Il n'y a pas d'état de choc. Si j'ai par exemple des collapsus, une tension artérielle élevée, là, ça va m'orienter vers une hémoptysie de grande et de haute abondance. Ce n'est pas le cas dans la moyenne abondance. Mais il faut savoir que soit dans le cas de l'hémoptysie de moyenne abondance, soit dans le cas de la grande abondance, dans ces deux-là, dans les deux cas, on aura un sang rouge vif, aéré et spumeux. C'est ça. On aura un sang rouge vif, aéré et spumeux. Il est précédé parfois par des prodromes, c'est-à-dire des signes qui précèdent cette hémoptysie de moyenne ou de grande abondance. C'est la même chose, parce qu'il faut savoir que la valeur sémiologique de toutes ces hémoptysies, c'est la même. Donc, par exemple, parmi les prodromes, qu'on aura l'angoisse, la douleur respiratoire, la dyspnée, une douleur rétrosternale, des picotements laryngés. Voilà, on pourrait aussi avoir des picotements laryngés. Voilà, donc des picotements laryngés. Et là, donc, elle sera donc imminente. C'est-à-dire, il y aura des quantités très importantes de sang. Voilà, qui vont être rejetées dans la grande abondance. Donc, il faut savoir maintenant, au niveau de la moyenne abondance, on aura donc en premier lieu des signes annonciateurs qui vont nous annoncer au prodrome. Puis, on aura cette hémoptysie. Donc, voilà, après, on aura cette hémoptysie, ce rejet de quantité de sang. Puis, après ça, on aura l'évolution. Cette évolution, c'est quoi? C'est-à-dire, après avoir craché, il va continuer à tousser. Puis, il va extérioriser des crachats hémoptoïques qui sont... qui est un sang, c'est un sang rouge. C'est un sang rouge. C'est un sang rouge. C'est ce qu'on appelle la phase d'état. La phase d'état, c'est la phase où le patient il va tousser et il va rejeter. C'est ça. Puis, donc, on a dit, la phase d'état, c'est la phase où il va tousser, il va rejeter. D'abord, on a des prodromes. Puis, on a la phase d'état où il va tousser, il va rejeter. Puis, on aura une autre phase qui est cette toux qui va, donc ça y est, quand il aura déjà rejeté la quantité importante de sang. Puis il va continuer à tousser, il va juste donner des crachats comme ça hémoptoïques de sang rouge. C'est ce qu'on appelle la queue de l'hémoptysie. La queue de l'hémoptysie. Tout simplement. Maintenant, on va passer, donc on a terminé avec l'hémoptysie de la moyenne abondance. Je vous ai dit, juste faut savoir que c'est un sang rouge, vif, aéré, spumeux, qui est précédé par des prodromes. Par exemple, angoisse, douleur, dyspnée, douleur rétrosternale, picotement laryngé. En premier lieu, on aura déjà ces prodromes, puis on aura l'hémoptysie, puis on aura une toux, des quintes de toux qui vont s'espacer. Puis donc après avoir rejeté une quantité de sang, la quantité de sang donc elle va diminuer au bout de quelques heures et le malade il va juste tousser puis expectorer des crachats hémoptoïques, ce qu'on appelle la queue de l'hémoptysie. Maintenant, on est arrivé à l'hémoptysie de grande abondance, ou bien les crachats hémoptoïques de grande abondance. C'est-à-dire, c'est un rejet par la bouche d'une grande quantité de sang provenant des voies aériennes et des poumons. Donc, le patient il va être dyspnéique, il aura une dyspnée, un collapsus, une tension artérielle qui va être donc augmenter, une pâleur, une sueur, etc. Alors, on aura donc tous ces signes.
Voilà, on aura tous ces signes. Voilà, un tableau d'anémie aiguë avec pâleur, refroidissement des extrémités, agitation, pouls filant, tension artérielle. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle va être effondrée, la tension artérielle, hein. Elle va pas être diminuée, bien évidemment. On aura la pâleur, la sueur, l'anémie. D'ailleurs, pourquoi la tension artérielle va être diminuée? Parce que déjà, on aura une grande quantité de sang qui va être éjectée. Du coup, la tension, elle va être très très diminuée. Donc, il faut savoir que l'hémoptysie de moyenne, de grande abondance, ou c'est les mêmes valeurs sémiologiques, c'est-à-dire c'est les mêmes causes. Quelles sont les causes principales de ces deux types d'hémoptysie? Déjà, c'est des causes vasculaires. Mais on peut avoir d'autres causes. Déjà, ça nous oriente d'emblée, quand on a une hémoptysie, soit de moyenne ou de grande abondance, ça nous oriente d'emblée vers une origine vasculaire ou bien une tumeur. Mais on peut avoir comme autre cause l'embolie pulmonaire, donc c'est vasculaire, une rupture d'anévrisme, c'est-à-dire une rupture d'anévrisme qui va toucher l'artère pulmonaire par exemple. Elle va se fissurer, elle va se rompre, donc il y aura une rupture au niveau des branches. Donc ça peut nous donner aussi cette hémorragie, cette hémoptysie quoi. C'est une petite hémorragie. La cause, elle peut être aussi une tumeur ou bien une tuberculose pulmonaire, c'est-à-dire d'origine bactérienne. Il faut savoir que cette hémoptysie de grande abondance, elle est brutale. Et il faut savoir que dans tous ces types-là d'hémoptysie que je vous ai résumé, il faut savoir que l'urgence, c'est quoi? C'est de réanimer le patient. Il faut réanimer le patient, faire un remplissage avant de rechercher la cause, le perfuser, le transfuser. Voilà, donc comme je vous ai dit, il faut perfuser, transfuser, faire un remplissage pour le patient et pour donc passer cet état d'urgence. C'est ça la priorité. Donc maintenant, on va passer aux expectorations vomiques, les vomis. Les vomis, on va les voir. Donc on est arrivé maintenant au signe fonctionnel respiratoire, la vomique. C'est quoi la vomique? La vomique, c'est l'action de vomir. Mais nous, on connaît généralement que vomir, ça provient de l'estomac. Mais là, dans les signes respiratoires, vous allez voir qu'on pourrait avoir du vomi qui provient des poumons. Je m'explique. Donc déjà, la vomique, c'est quoi? Sa définition, la vomique, c'est une expectoration de grande abondance. C'est un liquide qu'on va expectorer, qu'on va rejeter à travers la bouche de grande abondance de 1 litre ou 1,5 litre par les poumons. C'est-à-dire, quand je dis par les poumons, c'est-à-dire il siège au niveau qui siège, qui a séjourné au niveau des poumons. Très bien. Donc, on a dit, la vomique, c'est le fait de cracher, c'est un crachat, mais d'une grande quantité importante. C'est pourquoi on ne l'appelle pas expectoration, on ne l'appelle pas crachat, mais on l'appelle vomique parce que c'est une grande abondance. Il est d'une grande abondance, mais ça reste une expectoration. On parle de vomi quand la quantité expectorée elle est supérieure à combien? Elle est supérieure à 300 cc. Cc est égal à millilitres. Quand je dis cc, c'est la même chose avec millilitres. Donc quand j'expectore plus de 300 millilitres, je dis que j'ai vomi. Je ne dis pas que j'ai expectoré, je dis que j'ai vomi. C'est juste un jeu de nomenclature. C'est bon. Maintenant, ce rejet de vomi, de liquide qui a séjourné au niveau des poumons, il est vécu par le patient comme un événement angoissant. Le patient, il sera très très angoissé. Il faut savoir qu'on a deux types de vomi. On a, comme c'est écrit ici, la vomique. On a la vomique purulente et on a la vomique claire. Maintenant, quand je dis... donc, je vais la vomique purulente. Purulente, donc on sait que purulente, c'est le pu. Dans les cas des infections, on pourrait voir donc ce vomi purulent. Donc c'est surtout dans les cas des infections. Donc c'est un rejet de pu. Voilà. On le voit dans les cas suivants. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on a un abcès du poumon. Si j'ai un abcès du poumon, voilà, donc si j'ai un abcès du poumon,
c'est-à-dire, c'est une infection au niveau du poumon, il y aura une grande quantité de pus qui va être rejetée à l'extérieur après un effort de toux. Ça se voit aussi dans d'autres cas qu'on va voir ici, mais imaginez, juste imaginez avec moi, on va expectorer une quantité de pus. C'est très angoissant. Voilà, déjà, moi je suis angoissée là. Donc, on a l'abcès du poumon, on a dit c'est l'exemple des vomis purulents. Puis, on a en deuxième lieu la pleurésie. Donc, voilà, la pleurésie. On a également voilà, donc on a également parmi les causes qui donnent ce vomi purulent, on a la pleurésie. C'est quoi la pleurésie? La pleurésie, c'est une pathologie de la plèvre, pleurésie plèvre, qui est la membrane. C'est quoi la plèvre? C'est la membrane qui va entourer les poumons et tapisser les parois thoraciques. Donc, comment elle se manifeste, cette pleurésie? Elle se manifeste sous la forme d'une inflammation ou d'un épanchement, avec la présence d'un liquide dans la cavité pleurale. C'est comme, quand on dit pleurésie, c'est comme un épanchement pleural, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, on pourrait avoir, donc dans ce cas, une pleurésie purulente, c'est-à-dire un épanchement pleural purulent. C'est quoi la cause de ce pus? Donc, on va pas expectorer un liquide, mais plutôt un liquide, mais sous forme de pus. Donc là, on dit c'est un épanchement donc, qui est causé par une bactérie. La cause, c'est une bactérie, c'est une forme d'épanchement qui pourra faire une éruption. C'est-à-dire, j'ai un épanchement au niveau du poumon qui va faire une éruption à ce niveau, au niveau du poumon, et il va donner donc un vomi purulent, tout simplement. Donc, on a deux types pour l'instant au niveau de la vomique purulente. Ici, on est là, dans la vomique purulente. J'ai dit, d'abord, en premier lieu, je vous ai donné ce premier type de rejet de pus qui va provenir du poumon. On a l'abcès du poumon, qui est une inflammation tout simplement du poumon, qui va nous faire rejeter une quantité de pus à l'extérieur après un effort de toux. On est d'accord. Maintenant, on a la pleurésie. La pleurésie purulente, ou bien ce qu'on appelle, on a dit la pleurésie, c'est quoi? C'est un épanchement pleural, c'est des synonymes. Donc, c'est un épanchement pleural purulent, ça il est causé par une bactérie, c'est-à-dire c'est un épanchement qui est causé par une bactérie, c'est pourquoi on aura ce pus. Donc on a d'abord un épanchement en premier lieu qui n'est pas purulent, puis il va faire une éruption au niveau du poumon, ce qui va nous donner ce pus, et on va le vomir par la suite. Très bien, on a le troisième et le dernier exemple au niveau de ce type de vomi, comme c'est écrit ici, j'espère que vous suivez ici. Donc le troisième type, c'est l'abcès soufrénique. L'abcès soufrénique, ça veut dire quoi? On a un abcès soufrénique qui va se fistuliser, il va se fistuliser par l'intermédiaire du diaphragme. Il va se fistuliser par l'intermédiaire du diaphragme. C'est au niveau du dôme hépatique. Il va donner donc, c'est un dôme hépatique, ce qui donnera donc ce rejet par la bouche. Il va donner ce rejet par la bouche d'une façon brutale, voilà, depuis après un effort de toux. Pour mieux comprendre, donc je vais vous expliquer cet abcès soufrénique. C'est quoi déjà l'abcès soufrénique? L'abcès soufrénique, il va se développer le plus souvent après un épisode septique. C'est-à-dire, si j'ai un épisode septique intrapéritonéal à l'intérieur du péritoine, on l'a dit ici par exemple, donc on a dit il va se fistuliser par l'intermédiaire du diaphragme. Donc on aura un épisode septique à l'intérieur du péritoine où il y aura par exemple une fistulisation ou quelque chose comme ça, et il va être traité. Par exemple, si j'ai une appendicite, une cholécystite, une péritonite, tout ce qui est à l'intérieur du péritoine, on aura un problème, il va être traité, puis il pourra donner par la suite un abcès soufrénique. Mais aussi, il pourra aussi se développer après une chirurgie abdominale réglée ou après une intervention pour traumatisme viscéral. C'est-à-dire, on fera une chirurgie et tout. Après, on aura cet abcès. C'est comme une infection soufrénique, tout simplement. Soufrénique, c'est-à-dire au niveau du diaphragme, il y aura une fistulisation. Au niveau du dôme hépatique, c'est ça ce qu'on a dit, ce qui donnera le rejet par la bouche du pus qui sera formé par cet abcès de façon brutale après un effort de toux. C'est très très facile. Donc je vais résumer.
C'est quoi la vomique? La vomique, c'est une expectoration de grande abondance. D'ailleurs, c'est ça qui la différencie de l'expectoration normale, qui n'est pas, même si elle est de grande abondance, mais elle va pas dépasser comme ça 1 litre, 1,5 litre. Là, c'est énorme. On a deux types de vomi. Le purulent, qu'on va trouver dans l'abcès du poumon, dans la pleurésie et dans les épanchements pleural purulents. Donc c'est là où on va les trouver. Abcès du poumon, pleurésie ou bien épanchement pleural purulent, c'est la même chose. Donc je dirais pleurésie purulente, abcès du poumon qui est aussi une infection bactérienne. Et en troisième lieu, l'abcès soufrénique oh là là, l'abcès soufrénique qui va se développer soit après donc un épisode septique intrapéritonéal, soit après une appendicite, cholécystite, péritonite qui est traitée, mais elle va donner par la suite un abcès, ou bien une chirurgie qui va donner après un abcès. L'abcès, c'est une infection, c'est une purulation, c'est la formation de pus. Allez, on avance. Le deuxième type, ah là là, le deuxième type, donc le deuxième type de vomi, c'est le vomi clair. Pourquoi clair? Parce que c'est le fait de rejeter une grande quantité d'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle clair, parce que c'est de l'eau qu'on va rejeter qui va avoir euh, ses caractéristiques. Il va avoir ses caractéristiques. Cette eau, il va être limpide, il va être clair, il va être pur. Ça nous oriente d'emblée quand on voit de l'eau qui est rejetée. Donc, ça va nous orienter d'emblée vers un kyste hydatique du poumon. C'est le kyste hydatique du poumon. C'est quoi le kyste hydatique du poumon? En fait, c'est une réaction allergique. C'est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital. C'est ça, c'est une réaction allergique exacerbée, c'est-à-dire très aggravée, qui peut donc engager le pronostic vital. C'est quoi en fait? C'est une poche, ça va être une poche comme ça, remplie de liquide salé, c'est un liquide salé comme du plasma, c'est comme un sérum physiologique. Cette poche est à l'intérieur du poumon, cette poche est à l'intérieur du poumon, et donc elle pourra se rompre et faire réfraction au niveau des branches du poumon, ce qui va faire rejeter, après quand on va tousser, ça va faire rejeter après un effort de toux une quantité de liquide salé. C'est-à-dire, ça veut dire, ce liquide salé va nous renseigner sur quoi? C'est que ça va nous renseigner sur le fait que la poche qui était au niveau du poumon va se vider. Va se vider. Donc, on aura ce vomi clair. C'est ça le kyste hydatique du poumon. C'est bien de le retenir. Le vomi clair, on a un seul exemple qui va nous orienter d'emblée vers cet exemple-là, c'est le kyste hydatique du poumon. Si j'ai de l'eau qui est salée, qui est rejetée par la bouche, je sais que ça provient des branches du poumon parce que j'ai une réaction allergique exacerbée qui va me former une poche d'eau qui va après se fistuliser, elle va se rompre, il y aura ce liquide qui va être rejeté, donc la poche est vidée, c'est ça le kyste hydatique du poumon. Je crois que je suis assez claire. Il faut savoir maintenant que la différence, faut d'abord, donc après avoir fait la vomique, il faut faire la différence entre la vomique et l'expectoration. La différence entre les deux, c'est l'abondance, c'est la quantité et la vitalité. Quand c'est vomique, la vitalité elle est plus aggravée. C'est-à-dire le pronostic vital il est plus aggravé quand c'est vomique. Quand c'est une expectoration, j'ai quand même le temps d'explorer ça. Mais la vomique c'est un peu angoissant et ça peut même entraîner de graves conséquences. Donc les deux différences entre la vomique et l'expectoration, c'est l'abondance et la vitalité. On a deux types de vomi, soit c'est un liquide clair ou bien c'est un liquide purulent. Le patient, il est bien, puis d'un seul coup, c'est comme ça que ça se passe. Il est bien, puis d'un coup, il va tousser et il va rejeter une quantité importante de liquide salé. Là, je sais qu'il est en train de faire une vomique, et cette vomique-là, elle est d'origine pulmonaire. Elle vient des poumons. Très bien. Maintenant, on arrive au dernier point, au dernier chapitre du cours des signes fonctionnels respiratoires. Partie 1, je l'ai déjà faite, et partie 2, je la termine ici, par les troubles de la voix.
Les troubles de la voix, donc on en a déjà parlé dans les signes fonctionnels, mais là c'est le chapitre dédié pour les troubles de la voix. Donc il faut savoir qu'il existe différentes variétés de troubles de la voix. Quand on dit trouble de la voix, elle a un synonyme, ce qu'on appelle une dysphonie. Si je dis une dysphonie, vous allez comprendre que c'est des troubles de la voix. J'ai 3 types. Je commence donc par le type de la voix. Je commence par le type de la voix nasonnée. La voix nasonnée, c'est quoi au fait la voix nasonnée? La voix nasonnée, vous savez, donc c'est quelqu'un qui a un nez bouché. Quand quelqu'un il a un nez bouché, dans le cas, c'est-à-dire je parle de voix nasonnée, dans le cas d'obstruction nasale, et qu'est-ce qui va me causer cette obstruction nasale? Soit c'est une paralysie des cordes vocales, entraînant cette obstruction du nez, quelle que soit sa cause. Quelle que soit sa cause, la paralysie des cordes vocales, elle va donner la voix nasonnée. Je vais vous donner un seul exemple. Un enfant qui a une hypertrophie, il va avoir des végétations, ce qu'on appelle les végétations, et ces végétations vont causer la paralysie des cordes vocales, puis cet enfant il va avoir une voix nasonnée. Très bien. On continue. Le deuxième type de voix qu'on va voir, de trouble de la voix, c'est pas de voix, trouble de la voix, c'est la voix rock. La voix rock, ou bien, elle a aussi un autre synonyme, la voix éteinte. Quand je dis voix rock ou bien voix éteinte, c'est la même chose. C'est l'exemple type, c'est la laryngite. La laryngite, c'est une inflammation du larynx, soit virale, soit bactérienne. C'est une inflammation au niveau du larynx qui va me la donner. Ou bien, elle peut aussi avoir comme cause le cancer du larynx. Elle donne aussi ce type de voix. Le cancer du larynx, il va nous donner aussi ce type de voix. Donc là, j'ai 2 étiologies. Soit c'est une inflammation au niveau du larynx qui va nous donner la laryngite virale ou bactérienne, ou bien en deuxième étiologie, le cancer du larynx. Très bien. On passe maintenant à la troisième et dernier type de trouble de voix, ce qu'on appelle la voix bitonale. Je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo. La voix bitonale, ou bien on appelle aussi la voix du fossé, aussi c'est son synonyme, voix du fossé ou bien voix bitonale. Quand je vous dis voix bitonale, vous savez aussi qu'il y a un autre synonyme qui est la voix du fossé. Donc si je parle de voix bitonale, je parle aussi de la voix du fossé, c'est des synonymes. Donc c'est quoi la voix bitonale ou bien du fossé? C'est une paralysie d'une seule corde vocale. C'est pas comme la nasonnée. La nasonnée, c'est une paralysie des 2 cordes vocales. Là, au niveau de la bitonale, c'est une paralysie d'une seule corde vocale qui est en rapport avec le nerf récurrent. C'est-à-dire, elle va être en rapport avec le nerf récurrent. Donc là, je vais rechercher le problème au niveau médiastinal, parce que le nerf récurrent passe par le médiastin. Donc, je vais rechercher surtout le problème au niveau médiastinal. Je vais faire une imagerie thoracique. Je vais rechercher quoi? Je vais rechercher une tumeur, un anévrisme, une compression au niveau du nerf récurrent. C'est-à-dire, si je recherche une tumeur, pourquoi? Parce que si j'ai une tumeur, si j'ai une masse au niveau médiastinal, je vais savoir que c'est cette masse-là qui va comprimer ce nerf récurrent, qui va me causer cette paralysie d'une seule corde vocale, qui va me donner, donc par la suite, cette voix bitonale. Très bien. Donc, j'ai terminé normalement avec vous. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker. Écrivez-moi vos commentaires et surtout n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait des fautes. Je vais les corriger avec un grand plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous pour aider le maximum d'étudiants. Ne soyez pas des avares. Et pour ne rien rater, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!